Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous le savez, notre monde bouge. Il n'a même jamais autant bougé dans toute son histoire. Des touristes, des migrants, des étudiants, des réfugiés, tous ces déplacements, ce qu'on appelle en géographie les mobilités, sont devenus tellement massifs qu'on parle de mobilité généralisée. C'est vraiment le cœur de notre chapitre. Mais au fond, qu'est-ce que toute cette agitation permanente nous dit sur le monde d'aujourd'hui? C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Et voilà la question qui va nous guider tout du long. C'est notre problématique. Vous voyez, d'un côté, on entend partout parler d'un village global, d'un monde super connecté. Et de l'autre, eh bien, cette carte nous montre déjà que c'est bien plus compliqué. On y voit des fractures, des inégalités profondes. La question est donc là, est-ce que tous ces mouvements unissent le monde ou est-ce qu'au contraire, ils creusent encore plus les écarts? Comprendre ce paradoxe, c'est tout l'enjeu. Alors, pour répondre à cette grande question, voilà le plan de match. D'abord, on va essayer de prendre la mesure du phénomène. Ensuite, on va se demander si cette fameuse liberté de circuler, c'est une réalité pour tout le monde ou si c'est un peu un mythe. On verra aussi comment ces mouvements transforment concrètement les paysages et les villes. Puis, on s'entraînera à l'analyse critique de documents, c'est une compétence clé pour le lycée. Et enfin, on fera le bilan de tout ça. Allez, c'est parti. Première étape donc, un monde en mouvement. Pour savoir si ces mobilités sont vraiment généralisées, le plus simple c'est de regarder quelques chiffres. Ça permet de poser les bases. Premier chiffre, et accrochez-vous, il est vertigineux, 1,3 milliard de touristes internationaux en une seule année. Pour vous donner une idée, dans les années 1950, on était à 25 millions. C'est une explosion. Pourquoi ? Principalement parce que les transports, surtout l'avion, coûtent beaucoup moins cher et que de nouvelles classes moyennes, notamment en Asie, ont maintenant les moyens et l'envie de voyager. Deuxième chiffre qu'il faut bien comparer au premier, 250 millions de migrants internationaux. Bon, ça a l'air de faire beaucoup moins que les touristes, c'est vrai. Mais attention, on ne parle pas du tout de la même chose. Ces 3% de la population mondiale, ce sont des parcours de vie radicalement différents, où le départ n'est pas un loisir, mais bien souvent une nécessité, soit pour trouver du travail, soit pour fuir un danger. Ok, donc avec ces chiffres, on pourrait avoir l'impression d'un monde ouvert, presque sans frontières. Mais est-ce que cette liberté de bouger, elle est vraiment la même pour tout le monde? C'est la question de cette deuxième partie. La liberté de circuler, réalité ou mythe? Regardons à nouveau cette carte, mais avec un œil plus critique. Elle ne nous dit pas qui voyage, mais qui a le droit de voyager. Le passeport, en fait, c'est un peu la clé qui ouvre les portes du monde. Et le problème, c'est que toutes les clés n'ouvrent pas du tout les mêmes portes. Si vous avez un passeport allemand ou japonais, vous pouvez aller presque partout sans visa. Par contre, avec un passeport afghan ou syrien, c'est une autre histoire. La mobilité est donc profondément sélective et très inégale. Soyons bien précis sur les mots, c'est hyper important en géo. Un réfugié, ce n'est pas un migrant économique. Son départ n'est pas un choix, c'est une fuite pour sauver sa vie. On parle de migration forcée. Et même si c'est encadré par le droit international, la manière dont les pays appliquent ce droit est au cœur de tensions politiques qui nous montrent bien les fractures de notre monde. Autre notion clé, les remises. C'est tout simplement l'argent que les migrants envoient à leur famille restée au pays. Il ne faut surtout pas sous-estimer ce phénomène. Ces flux financiers sont absolument colossaux. Ils dépassent souvent l'aide officielle que les États riches donnent aux pays en développement. C'est la preuve que les migrations tissent des liens économiques invisibles mais hyper puissants entre les pays. Ces deux images, là, elles résument tout. C'est le grand écart de notre monde. À gauche, la mobilité de loisirs, celle qu'on choisit, symbole d'une mondialisation heureuse et facile. Et à droite, la mobilité de survie, subie, qui se heurte à des murs, à des frontières. On a bien créé un monde où les marchandises et les touristes circulent presque librement, mais où la circulation des gens qui cherchent juste une vie meilleure est de plus en plus contrôlée et difficile. Troisième partie. Quel est l'impact de tous ces flux sur les territoires? Parce que ces mouvements ne sont pas virtuels, ils transforment en profondeur les paysages, les villes, les sociétés. Et pour bien comprendre ça, on va prendre un cas d'étude que tout le monde connaît. Allez, petit moment méthode. Le croquis de géographie, ce n'est pas un simple dessin, c'est une analyse visuelle. C'est un outil super puissant. Prenons l'exemple de Venise. Étape 1, on pose le cadre. On dessine les éléments de base du territoire et ses contraintes. La lagune, qui est très fragile, la ville historique, très dense, et la terre ferme qui la relie au continent. C'est la base de notre raisonnement. Étape 2, on met le territoire en mouvement. On va utiliser des flèches de différentes tailles pour représenter les flux et leur intensité. D'un coup, on visualise la pression énorme des paquebots de croisière sur la lagune et l'afflux constant des touristes qui arrivent du continent. Le croquis n'est plus statique. Il commence à raconter une histoire, celle d'un territoire sous tension. Et enfin, étape 3, on représente les conséquences et les conflits. Avec des symboles bien choisis, on va localiser les problèmes. Le surtourisme qui sature complètement le centre, la pollution de l'eau, les conflits entre les habitants qui veulent juste vivre normalement et les activités touristiques. Et voilà, notre croquis est complet. C'est une véritable démonstration visuelle, une analyse géographique des effets d'une mobilité sur un territoire. On passe à une autre compétence fondamentale pour le lycée, l'étude critique de documents.
Ici, l'objectif, ce n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort, non. C'est de comprendre comment un argumentaire se construit, comment on défend une idée. Pour ça, on va confronter deux points de vue opposés sur une question assez complexe. La question est posée de manière un peu binaire, un peu provocatrice. C'est fait exprès. C'est souvent comme ça qu'on la voit dans le débat public. Notre but, en tant que géographe, ce n'est pas de répondre par oui ou par non, mais de décortiquer, de déconstruire les arguments de chaque côté. Voici nos deux auteurs. D'un côté, on a le journaliste Stephen Smith qui tire un peu la sonnette d'alarme. Il a une vision prospective, il anticipe un choc démographique. Et de l'autre, on a le démographe François Héran qui, lui, analyse les chiffres actuels pour relativiser cette vision. Il nous dit qu'il ne voit pas de ruée massive. On a donc deux approches, deux temporalités et forcément deux conclusions opposées. Alors, comment on fait pour analyser ça proprement? C'est simple, il y a une méthode en 3 étapes. D'abord, on présente les auteurs. Qui sont-ils? D'où parlent-ils? Ensuite, on analyse leurs arguments. Sur quelles données s'appuient-ils? Smith fait une projection sur le futur, Héran analyse le présent. Enfin, on critique. Quel est l'objectif de chaque auteur? Smith veut alerter, Héran veut rassurer, rationaliser. C'est cette démarche qui va vous permettre de développer votre esprit critique. Bien, on arrive à la fin de notre parcours. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle, de répondre clairement à notre problématique de départ et de synthétiser les points essentiels à retenir. Alors au final, pour répondre à notre problématique, unification ou fracture, eh bien la réponse, et c'est tout l'intérêt de la géographie, c'est les deux. Oui, les mobilités tissent un monde plus connecté, par l'économie, par la culture, mais, et c'est là tout le paradoxe, cette circulation généralisée révèle et même renforce en même temps un monde fracturé, un monde où la liberté de mouvement reste un privilège. Pour vos révisions, voici le kit de survie, le vocabulaire qu'il faut absolument maîtriser. Le brain drain, ou fuite des cerveaux, qui fragilise les pays de départ. Les diasporas, qui maintiennent des liens très forts partout dans le monde. Ou encore le surtourisme, qui montre bien les tensions créées par les mobilités. Maîtriser ces mots, c'est la base pour construire une analyse qui tient la route. Et attention à quelques pièges, quelques idées reçues qui ont la vie dure. Premièrement, l'idée que toutes les migrations vont des pays du Sud vers les pays du Nord. C'est faux. En réalité, les migrations Sud-Sud, entre pays voisins, sont majoritaires. Deuxièmement, méfiez-vous des visions simplistes. Aucune mobilité n'est jamais à 100% positive ou à 100% négative. La nuance, c'est toujours la clé. On va terminer avec cette phrase de l'écrivain Mohsin Hamid. Elle nous invite à prendre un peu de hauteur. Le mouvement, le déplacement, c'est une constante de l'histoire de l'humanité. Les catégories qu'on utilise aujourd'hui, touristes, migrants, réfugiés, ce sont des constructions, des étiquettes politiques et sociales, pas des vérités éternelles. Et pour finir, je vous laisse avec une question qui reste ouverte. On a longtemps cru que la mondialisation, c'était la fin des frontières, et pourtant, aujourd'hui, on n'a jamais construit autant de murs dans le monde. Comprendre ce paradoxe entre un monde de flux et un retour en force des frontières, ce sera sans doute l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle. Merci de votre attention.